Ouais, ouais, on dit il y a affaire encore. Il y a affaire encore. On dit Alassane Ouattara, c'est-à-dire président actuel de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et en plus l'ancien président, je parle de Laurent Gbagbo, et Soren Guillaume, ne serait même pas sur la fiche de l'élection 2005. Donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, là-dessus commenter et partager la vidéo maximum. Soutenir cette façon d'agir de M. Alassane Ouattara, on a plusieurs questions, on a plusieurs réponses à cela. Effectivement, il n'est pas sûr de son affaire, il a peur et tout et tout. Mais moi, je voudrais donner une autre orientation. Regardez les agissements du gouvernement ces derniers temps. Il y a un enchaînement d'événements qui ne dit pas son nom. Vous allez comprendre pourquoi. On a d'abord commencé à museler les forces vives de la nation. Dans les forces vives de la nation, il y a les partis politiques, il y a la société civile, il y a les associations estudiantines, il y a tout en fait dans les forces vives de la nation. Parce que ces forces vives-là représentent véritablement ce levier de soulèvement populaire, de révolution en cas d'extrême, je vais dire, au cas où il y a une situation extrême. Je vais vous l'expliquer. Quand on commence par le GPS, Mamadou c'est Mamadou Traoré, non, le monsieur qui est parti en prison du GPS, qui a juste écrit sur sa page Facebook et puis ils l'ont arrêté. Quand il fait une analyse simpliste sur la situation du défilé du 6 août, voilà, il écrit juste une pensée et puis il teinte ça un peu d'ironie, on l'arrête, on le met en prison. Pareil pour M. Kando Soumaoro, qui a été mis en prison parce qu'il a apposé la signature non du GPS. Et pour le gouvernement, c'est un crime de lèse-majesté parce que le GPS ne devrait pas exister. Je pense que... Voilà, Amadou Traoré. Voilà, la chose la plus simple qui aurait été demandée à faire serait simplement de retirer la signature du GPS si tant est qu'on ne voulait pas que cette signature soit apposée. Mais le gouvernement Ouattara allait plus loin. Ils ont mis en prison. S'il te plaît, j'ai une motion pour toi, Hans. Parce que quand tu parles de ce petit chapitre-là, il y a un tic qui vient dans mon esprit. Si tu permets, mon frère, te poser une question. Vas-y. Ok. Mais moi, ma question est la suivante. Nous sommes tous présents sur la toile et nous voyons les sorties de M. Assalé Tiomoko. Tu es d'accord avec moi, mon grand frère? Mais quand tu vois les sorties d'Assalé Tiomoko, il porte de la critique ou pas? Oh, tu sais... Voilà. Non, j'en viens. C'est pourquoi on a abouti à quelque chose. Il porte de la critique, oui, bien sûr. Mais ces critiques-là, est-ce que c'est pas des critiques allant contre le pouvoir en place? Si, ça y ressemble. Mais pourquoi est-ce que ce monsieur Assalé Tiomoko, il est en liberté, alors que d'autres personnes parleraient de la sorte, se retrouveraient derrière les barreaux? Quant à une petite signature qui a été faite au parti du PDCI, la personne s'est vue emprisonnée. Mais lui, avec tout ce qu'il dit, il est en liberté. Qu'est-ce que vous en pensez, cher frère? Tu as tout compris. Non, mais dans la question, il y a la réponse. Dans ta question, je veux que vous nous le dites pour que le doutoir écoute. Ouais, d'accord. Je vais y répondre peut-être à la fin de mon analyse rapidement pour ne pas perdre mon fil, parce que je veux amener tout le monde à une réflexion de pourquoi est-ce que en plus du fait que les noms ne sont pas inscrits sur la liste électorale, pourquoi il y a une machination qui est mise en place pour museler en fait toutes les forces vives de la nation, comme je disais, pour qu'on puisse comprendre. Sinon, Assalé Tiomoko, il a toujours travaillé pour le pouvoir en place. Ça, faut même pas t'y tromper. Voilà. Moi, la dernière fois qu'il était sur un panel, je lui ai posé la question, qui a été très simple, parce que je suis allé regarder. Il a dit quelque chose. Il a dit que tout ce qui se passait au Parlement, il se faisait fort de retranscrire la plupart des événements sur sa page Facebook et que cela était consultable et qu'il était pratiquement le seul qui, quand il y avait des lois qui allaient à l'encontre de la vente, qui allaient à l'encontre en tout cas des populations, il était le seul qui était en tout cas qui se levait contre ces lois-là et qui proposait même des projets de loi pour que la population puisse bénéficier de ça. Il était le seul qui le faisait et que les partis d'opposition étaient amorphes devant certaines lois iniques. Et le parti d'opposition accompagnait cela, qu'il était le seul.
et qu'il retranscrivait ça sur ses pages et tout. Moi, je suis allé voir, j'ai pris le temps, j'ai parcouru tout ça, je n'ai rien vu de tel, donc j'ai vu que il était dans la fabulation, il était en train juste de se donner un certain coffre, il est en train juste de se positionner par rapport à ça. Mais bien plus, je vais te poser la question de savoir, mais comment est-ce que, avec votre journal, vous avez pu avoir accès à des sources sur, c'est-à-dire, il a des informations sur des affaires telles que, si ce n'est pas quelqu'un qui est superbement introduit à un haut niveau, il ne peut pas avoir accès à ces informations-là. Donc, moi, j'ai voulu savoir ces sources. Comment tu fais pour avoir accès à ça? Je dis que on prend ça et puis on prend ces preuves-là et on incrimine X, ou Y. C'est comme si les gens qui sont incriminés sont visés. C'est comme si ces gens-là sont, sur la sellette et on passe derrière pour te donner ces informations. Comment toi tu fais pour avoir ces sources? Il n'a pas pu répondre. La seule question qu'il m'a dit qu'il achetait les sources. Et tu achètes des sources à combien? Il dit non, 1 million. Bon, j'ai compris en même temps. J'ai compris. Voilà. Donc, je dis, il y a tellement de choses à dire sur lui que moi, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais tu as dit quelque chose qui est vrai. Comment est-ce qu'il est le seul à dire certaines vérités qui froissent le pouvoir en place normalement, mais il n'est pas inquiété outre mesure. Ça veut dire qu'il est des leurs. C'est aussi simple que ça. Il n'y a même pas à réfléchir outre mesure, quoi. Donc, je ne sais pas si tu es satisfait de ma réponse, sinon si quelqu'un a... Exactement, moi je le sais, mais c'est pour les téléspectateurs, c'est pour épouser dans la vision de ce que tu disais en parlant des cadres, que ce soit du GPS ou du PPACI récemment, le ministre Dosso, dont notre papa Gbagbo a parlé, pour dire quelqu'un qui dit j'ai faim, on l'emprisonne. C'est comme les dieux sont tombés sur la tête, quoi. Donc c'était juste pour aller dans ta veine, au fait. Merci. Donc, je vais continuer sur mon élan. Donc, je vais dire, il y a un projet de musellement des forces vives. Quand on a fini avec le GPS, on est passé justement aux associations estudiantines. Moi, j'ai été ahuri de voir que c'est au Conseil national de sécurité qu'on vient discuter de l'existence ou pas d'une association estudiantine. Est-ce à dire que la FESI représente aujourd'hui une menace, je veux dire, inquiéterait la sécurité nationale? Voici la question que je me suis posée. J'ai été troublé. Parce que si on vient discuter d'une question de sécurité nationale et on y inclut le ministère de l'Enseignement supérieur et la FESI, ça veut dire qu'on met la FESI à un rang d'un danger potentiel pour la sécurité nationale. Et ça justifierait pourquoi est-ce qu'on prend une décision pour dissoudre la FESI et partant de là, toutes les associations estudiantines. C'est un fait qui est grave. Quand vous allez lire, je ne sais pas si vous avez pris connaissance du rapport qui a été émis par le Conseil national de sécurité en ce qui est du concerne la FESI, il a été dit, et ça, je n'ai pas compris, il a été dit que près de 15 à 20 étudiants ont été arrêtés lors des déguerpissements. Mais on n'a pas donné la raison pour laquelle ils ont été arrêtés. Ça dit que des gens sont sur le campus, l'État envoie des forces de l'ordre pour déguerpir les étudiants, et pendant cette action-là, il y a des étudiants qui sont arrêtés. Pourquoi? On ne le saura peut-être jamais, parce qu'ils n'ont pas été assez explicites. Ça, c'est une forme d'injustice, c'est une forme d'intimidation des étudiants pour dire qu'à tout moment, on peut vous arrêter et on va vous arrêter. Maintenant, quand il y a une affaire pénale, il y a quelqu'un qui a été tué, il y a un crime, et qu'on lie le crime là à un individu, je ne pense pas que toute une association doit payer pour cet individu qui serait auteur de ces crimes. Mais regardez, des gens qui sont présumés coupables, ils sont présumés innocents jusqu'à ce qu'on montre la preuve du contraire. Mais ils sont déjà emprisonnés. C'est-à-dire, on emprisonne ces gens de la FESI, on lance un avis de recherche contre tous les autres dirigeants de la FESI, et ceux qu'on a arrêtés avec le responsable de la FESI, on les met en prison. Alors que l'affaire n'a pas fini d'être vidée de toute sa substance, et on n'a pas la fin des enquêtes pour avoir les résultats, si oui ou non, les gens sont coupables ou pas. Mais déjà, ils sont en prison. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une pensée simple, c'est de museler. C'est-à-dire, il ne faut pas que... Regardez, la jeunesse est constituée, la population est constituée, le pourcentage de la population est constitué en grande partie de la jeunesse. Si un mouvement d'ensemble doit avoir lieu, ça va commencer en premier chef par cette jeunesse-là, mais qui se matérialise par
des étudiants, des élèves et autres, parce que c'est eux qui constituent la véritable essence même de la population. Vous comprenez? Et ça a été déjà démontré par le passé. Donc, il faut déjà museler cette fessille-là. Et partant de là, toutes les associations estudiantines, ce qui est unique, antidémocratique, et ça vise à empêcher une certaine révolte si toutefois cela doit avoir lieu. Quand on finit ça, on s'attaque à la société civile. Quand l'un des leaders de la société civile décide de marcher pour la vie chère, il associe un membre d'un parti politique et du PPACI. Non seulement le leader de la société civile, il est arrêté, mais le membre du PPACI est également arrêté. Mais qu'est-ce qu'ils font? En faisant cela, ils attendent de voir s'il y aura une réaction qui serait vraiment à la hauteur de l'arrestation. Donc, ils ont arrêté, ils ont vu que on est toujours dans les déclarations, dans les communiqués et tout ça. Donc, ils vont frapper plus fort. Mais quand vous mettez tous ces événements, vous les alignez l'un après l'autre, ça répond à une schématique bien donnée. Ça veut dire que le gouvernement en place prépare une crise qui va venir. Et donc, ils vont déjà en amont amputer ceux qui vont représenter la posture d'opposant à cette crise-là par des soulèvements. On va déjà les désarticuler. On va déjà les démembrer. Donc, on muselle la fessie, on va commencer à effrayer les partis politiques, on va les mettre en prison, on va leur en faire la démonstration en arrêtant déjà quelques-uns de leurs membres. Mais bien plus, il y a une ordonnance qui a été dernièrement, là, il y a quelques jours, sortie pour restreindre le cadre d'action de la société civile. Vous avez vu Pichelik Balé qui s'est érigé contre ça. Donc, Ouattara prépare une crise. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a que la crise qui peut le maintenir au pouvoir. Il n'y a que la crise qui peut lui donner d'avoir encore les mains dans l'affaire gouvernementale. Il n'y a que une crise qui peut lui permettre d'être maître de la situation. Donc, il y a une chose qui est sûre. Il sait que s'il y a une affaire d'élection, ce n'est même pas possible que lui, Ouattara, puisse encore gagner. Donc, ils vont prendre des décisions. Il y a des décisions qui vont sortir très, très bientôt. C'est pour ça qu'on s'efforce déjà d'empêcher, de museler, d'embastiller et même de mettre sous les teignoirs tous ceux qui seraient susceptibles de pouvoir lever je dirais ça comme ça, une révolution ou bien un soulèvement et autres. Vous comprenez? Donc, ça répond à cela. C'est un schéma qui est là. Donc, Ouattara prépare normalement sa mainmise sur le pouvoir, c'est-à-dire par une crise. Voilà. Donc, soyez-en sûrs. Si Laurent Gbagbo, et c'est ce que Soulé posait comme question, et c'est par là que je vais terminer, si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale avec le président Soro Diom et que le PDCI et d'autres partis politiques veulent aller aux élections, c'est de leur prérogative. Ils ont le droit d'y aller, mais seulement, ils ne pourront jamais gagner. Parce que ce pourquoi nous nous battons en ce moment, c'est-à-dire la réforme de la CEI, tant qu'elle n'est pas refaite, tant que la liste électorale n'est pas épurée, je vais dire que c'est une façon de donner quitus à Ouattara de continuer tout simplement. Donc ce n'est même pas la peine que les autres partis politiques qui sont en train de dire que les autres veulent faire la guerre, mais pas eux. Oui. Quand tu parles tout à l'heure du PDCI voulant aller aux élections avec Draman et que c'est biaisé qu'ils ne vont pas gagner, mais quand le président du PDCI fait un meeting où il tague l'ex-président Obama l'ayant congratulé pour dire que quoi, il fait une fierté, est-ce que ce président ayant tout le Gotha avec lui, tous ceux qui ont placé Draman, d'autres sont avec lui, penses-tu pas que avec lui c'est une relève du Gotha occidentaux et qu'il va gagner cette élection s'il présente? C'est un chemin à envisager. Parce qu'il est sûr de son fait. Il a dit que ceux qui croient que je ne serai pas président, ils seront dessus. Donc, il a pour lui, dans ses petits papiers, dans ses petits calepins, son agenda caché. Voilà. Il se dit que ses parrains occidentaux, ceux qui sont vraiment pour un changement de la Côte d'Ivoire, vont exercer une pression énorme sur Alassane Ouattara parce qu'ils jouissent des mêmes avantages auprès de leurs parrains. Donc, il y a une pression qui sera exercée sur Alassane Ouattara pour que lui soit remis à sa disposition la machine électorale et tout ce qui permet à un président qui a été validé par les Occidentaux de pouvoir
gagner les élections. Donc, je pense que dans ces petits papiers, dans ces petits calepins, hein, c'est à ça qu'il pense véritablement quand il le dit. Parce que, regardez, j'ai écouté le responsable du PDCI, comment il s'appelle, Dia Oufoué. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de dire que s'il y a quelqu'un qui veut dire que on peut avoir accès aux élections par la violence et autres, mais qui parle de violence? Qui est abonné ou bien quel parti politique fait à ce moment la culture de la violence ou des armes pour accéder au pouvoir? Personne. Parce que eux, ils se disent que en fait, il faut coûte que coûte aller aux élections parce que Ouattara va finir par abdiquer et faire une passe de façon, tu vois, non, en sous-marin, là, une passe à leur leader en mettant à sa disposition et la machine électorale et toutes sortes de leviers pour qu'ils puissent accéder. C'est pour ça que ils sont vraiment pressés d'aller aux élections et regardez, ils ne combattent pas pour que les autres candidats puissent participer. Ce n'est même pas un problème pour eux. Au contraire, ils s'en délectent même parce que ils espèrent jouir, profiter du bénéfice sympathie, du capital sympathie des électeurs dont les candidats ne sont pas représentés. Ils vont se dire, bon, nous on va faire un vote sanction pour Ouattara, on va reverser nos voix sur le candidat du PDCI. Mais le candidat PDCI lui-même se dit déjà que il y aura à sa disposition la machine électorale et tout autre, parce que ses parrains vont faire une pression sur Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'il parle d'Obama. Quand il le fait là, ce n'est pas une manière de se donner la contenance. Non, hein. Il veut simplement dire que j'ai ceux qui sont avec moi, qui me connaissent, avec qui j'ai une intimité, parce qu'il dit quoi? Il dit, il m'a fait une lettre manuscrite. Quand tu prends ton temps pour écrire à quelqu'un, ça veut dire que c'est ton intime. Ça veut dire que vous partagez beaucoup de choses. Et en plus de ça, il dit qu'on a parlé, il m'a dit qu'on est disposé à parler des questions de développement. Ça veut dire qu'ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Et donc, si Obama, qui fait partie véritablement du Ghouta occidental, ceux-là même qui manipulent les élections, qui mettent qui veut la tête des États, est un ami proche de Tidjane Thiam, ça veut dire que, bien évidemment, Alassane Ouattara, sortant du sérail, va lui faire la passe tout simplement. C'est pour ça qu'ils veulent, vaille que vaille, coûte que coûte, aller à une élection, même si la CEI reste dans une telle mouture, même si la liste électorale, moi je ne crois pas en leur foi quand ils disent non que il faut discuter des questions de la liste électorale. Ils veulent juste faire du politiquement correct. Ils s'en foutent de ça parce qu'ils ne comptent pas sur ça. C'est pour ça qu'ils disent, ceux qui pensent que ce n'est pas président, ils se trompent. Donc, ils ont leur agenda à eux. Ils ont leur pensée à eux. Ils ont leur carnet de route qui est très, 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 très diamétralement opposé à ce que la véritable opposition est en train d'endurer. Parce que normalement, pour des partis d'opposition, ils se doivent d'être solidaires quand il y a une question d'ordre, je veux dire, politique, qui consacre l'injustice dans notre sein. Normalement, on ne peut pas se dissocier, c'est pas possible. On ne peut pas se mettre à part. Donc, sois-en sûr. Ça m'envoie aussi à une autre motion, s'il te plaît, prête-toi à ce jeu. Excusez-moi, Ibra et le Baobab, s'il vous plaît. Mais ça m'emmène encore à te reposer une autre question parce que tu éclaires la lanterne des 4800 personnes. Pour dire que quoi, si jamais il arrivait, si jamais, mais ce qui ne sera pas possible, mais si jamais il arrivait, que cette... Comment? Vas-y. Non, j'ai déjà Dosso d'aller dormir, de nous laisser faire notre panel. Si jamais cette personne-là venait à être poussée, parachutée, soutenue par ses amis les occidentaux de l'OTAN comme Monsieur Draman aujourd'hui au pouvoir, puisque Draman nous a clairement dit que je dois tout à la France, est-ce que lui, devant d'abord le congratulation d'Obama et devant aussi, comment on appelle, sa brillantissime ingénierie à la France ou à l'Amérique, est-ce que cette personne-là pourra protéger les intérêts suprêmes de la Côte d'Ivoire et même voir les intérêts vitaux des Ivoiriens? Est-ce qu'il pourra un jour dire non à ces personnes-là lorsqu'ils lui rappelleront, souviens-toi quand tu es dans l'opposition, je t'ai. Est-ce qu'il pourra raccrocher au nez de ces personnes comme le président Laurent Gbagbo l'a fait à Obama? Non, mais la question est évidente. Non, Emmanuela. Parce que, en fait, je t'explique, il y a un renouvellement de l'ancienne garde par une nouvelle garde.
Tu comprends? Il y a un renouvellement. Je vais sortir un peu l'affaire Bourgi. Je ne veux même pas rentrer dans le fond. Je vais juste rentrer dans la forme. Quand la France met le média France Monde à la disposition de Bourgi pour dire de Ouattara qu'il est illégal, ça veut dire que la France n'entend plus adouber un président illégitime et illégal. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que on ne peut pas accompagner un président sur qui il y a une suspicion d'illégitimité et d'illégalité. C'est pour ça qu'on permet que sur un média français qui est géré par le Quai d'Orsay, qu'on vient faire une annonce aussi grave. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que si c'était de la diffamation, France 24 ne se prêterait pas à ce jeu. Si le bouquin que Bourgi a écrit était une diffamation, n'était pas avéré, si les faits n'étaient pas vrais, n'étaient pas existentiels, France 24 n'aurait jamais donné son plateau. Mais quand tu dis France 24, tu dis le Quai d'Orsay, tu comprends? Donc ça veut dire que il y a une émission flagrante de la France dans ce que Bourgi est en train de faire. Donc la France dit ouvertement que Alassane Ouattara, il est illégal, il est illégitime, il n'a même pas le droit d'être là. Donc un président qui n'a pas le droit d'être là ne peut pas bénéficier d'un soutien, d'un appui, d'un apport de ses pareils. Donc il y a un renouvellement de cette garde-là qui doit absolument être là. Thiam, il a laissé la Côte d'Ivoire, ça fait plus de 20 ans, 25 ans. Qu'est-ce qui peut motiver un retour subit et brusque jusqu'à prendre le PDCI avec une certaine facilité? C'est parce qu'il a les garanties solides comme quoi c'est lui qui sera le remplaçant de l'ancienne garde. Ça, c'est le calcul à eux. C'est comme ça qu'ils ont exactement pensé leur affaire. Maintenant, nous là aussi, on a nos calculs à nous. On a nos appuis à nous et nous avons nos soutiens à nous. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui sont en train de dérouler leur machine. C'est eux qui sont en train de nous montrer ce qu'ils vont faire ou c'est eux qui sont en train de s'étaler pratiquement politiquement sur tout ce qu'ils entrevoient faire. Mais nous, en ce moment, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle de la politique. Tu sais pourquoi? Il faut les attirer dans le jeu politique pour que tout soit mis en lumière et ça va nous donner une once de légitimité si toutefois, demain, nous devons sortir pour mener une révolution qui sera légale aux yeux de tous. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut les tirer, il faut les y emmener. Maintenant, comme je le dis, Ouattara, je vais chuter par là, j'ai été superbement long. Ouattara, la seule option pour lui de rester maître du jeu, c'est de consacrer une crise. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que il n'a pas, c'est pas moi qui le dis. Quand on voit l'actualité internationale, quand on voit les sorties des uns et des autres concernant sa mandature, c'est sûr que Ouattara n'a pas véritablement l'onction de ses anciens parrains. Donc le seul moyen pour lui de ne ni donner la place à Tidjane Thiam, de ne lui faire un lead de l'opposition de venir au pouvoir, c'est d'acter une crise qui va lui donner d'avoir la même mise. Comme cela l'a été en 2005 pour Laurent Gbagbo. Tu vois qu'en 2005, il devait y avoir normalement les élections. Mais dû au fait de la situation de crise qui partitionnait le pays en deux, qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas allé aux élections parce que la Constitution le dit. Dans des circonstances pareilles, on ne peut pas aller aux élections. Le président qui est en fonction garde la main sur l'État pour assurer les affaires courantes et on travaille à proposer une date future. Donc voici les petits calculs dans lesquels le gouvernement Ouattara est. C'est pour ça qu'ils sont en train d'amputer toutes les forces vives de la nation de leurs moyens de répression. Mais il y a le président Laurent Gbagbo qui est sur le terrain. C'est pour ça que j'embrasse ce que Mossad a dit. La donne, les contextes, les paramètres dans lesquels nous sommes sont très différents de ce qu'il a été il y a quelques années. Je vais m'arrêter là. J'ai été superbement long, désolé. Non, merci, mais tu n'as pas t'arrêter parce que moi j'ai une motion pour toi. Voilà. Concernant le PDCI, c'est important. Oui. Tu as ouvert une brèche, tu as parlé de l'honorable Diao Fouché, je ne me trompe pas, concernant des violences. Bon, je pense que le PDCI est dans une financerie politique, financerie, ruse politique, dans cette ruse-là. Est-ce que, qu'on appelle ça, la persévérante tentative du PDCI à y aller, coûte que coûte, et puis également dit que d'aucuns veulent opter pour la violence. Parce que, quel que soit Alpha, on va buter sur le refus complet du RDR à ne pas ouvrir le jeu politique. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Bon, il va sans dire qu'à un moment donné, il y aura un appel à manifestation.
pour pouvoir faire, comment dirais-je, rétablir les personnalités dans leurs droits. Et le PPACI va, comme l'a dit également, on a entendu les cas du PPACI, on a entendu mon très cher frère Damara Picasse, le président Babo lui-même, dans sa dernière sortie, il a dit non, qu'il a décidé, il a demandé à son équipe d'organiser des meetings, n'est-ce pas, à Abidjan et sa province, pour que lui puisse, lui-même prendre part au meeting là, c'est-à-dire que le corps à corps. Donc, il va sans dire qu'à un moment donné, il y aura un mot d'ordre, voilà, un mot d'ordre d'appel, au gouvernement afin de pouvoir, acter sa réinscription. Est-ce que c'est pas, si ça, ils ne sont pas en train de vouloir anticiper, et quand il parle de violence, parce que quelque soit Alpha Omega, il va y avoir des grenades lacrymogènes. C'est-à-dire que vous allez voir des forces, n'est-ce pas, aux ordres sortis, vous allez voir des soldatesses de Ouattara vont sortir gazés et puis tirer avec le gaz lacrymogène, comme vous connaissez l'habitude, et même brutaliser les gens. Est-ce que ils ne sont pas en train de préparer la conscience de la population ivoirienne à ne pas épouser la lutte qui inéluctablement qui aura lieu en 2025 contre les RHDP? Est-ce que ce n'est pas dans cette dynamique que M. Tia Oufoué est dans cette disposition? Est-ce que ce n'est pas ça? Mais c'est tout à fait ça, mon frère Soulé. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que il joue, normalement l'opposition joue le rôle de contre-pouvoir. Mais on joue le rôle de contre-pouvoir contre qui? Contre le pouvoir, comme le nom le dit. Mais eux, ils jouent le rôle de contre-pouvoir contre l'opposition. C'est-à-dire, en disant ça, quand il dit non, oh, ne vous fatiguez pas, il n'y a pas quelque chose qui peut enlever, ne vous fatiguez pas. C'est une façon de lancer un appel à la population qui se reconnaît dans une autre forme d'opposition, de ne pas se fatiguer si jamais, ou de ne pas se lever, ou de ne pas répondre, outre mesure, à un appel d'un quelconque parti, si ce parti-là demande à ce que les gens revendiquent. Voilà. Donc, c'est tout à fait ça, Soulé. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mais, il y a beaucoup d'aspects qui leur échappent, parce que quand les gens parlent, ils ne prennent pas cet aspect-là. Ouattara, il a été installé, il a été mis en place par un système bien établi. C'est le système qui te fait et c'est le système qui te défait. Ça dit que c'est le système qui te protège et c'est le système qui enlève sa protection. Si le système qui t'a fait à un moment donné n'est plus apte à marcher avec toi, il va trouver les moyens et les artifices en sa possession, puisque c'est lui qui t'a fait pour te défaire. Donc, on n'est pas loin d'une autre sortie, hein. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a des cas que moi j'ai vus dans d'autres pays, au Gabon par exemple, le système continue, mais tu vois ce qui s'est passé, tu vois. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et il faut reconnaître qu'en ce moment-là, les gens ne sont plus prêts véritablement. Quand les gens, je veux dire, les généraux, les luttes, en fait, ceux qui sont, tu vois ce que je veux dire, il faut faire attention parce que si tu te rends coupable d'une certaine dérive, c'est sûr que il y a des éléments contre toi qui pourront peser pour te faire répondre de tes actes que tu auras posés. Ça dit qu'on peut te faire parler devant la CPI, donc les gens vont être très, 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 très prudents et on ne sait pas ce qui est en train de se passer véritablement. Donc, je pense que dans leur petit calcul, dans leur petit papier, le PDCI pense pouvoir amadouer. En fait, le PDCI est dans une forme, comment je peux dire ça, d'enfumage. C'est l'enfumage qu'ils font. Venir dire non, il y a 2 millions, c'est les 2 millions d'électeurs dont on parle. C'est le PPACI, avec M. Abiba, le premier parti politique à mettre en lumière les incohérences sur la liste électorale, a sorti le dossier, le problème, la problématique de la liste électorale, ça a été le PPACI. On a fait un communiqué avec M. Abiba Touré, mais on ne s'est pas arrêté là. On a fait bien plus. On a mis un site Internet à la disposition de tous les utilisateurs curieux de voir si les suspicions que le PPACI a levées là sont fondées. Et sur ce site-là, vous allez voir toutes les preuves qui soutiennent que la liste électorale qui est là n'est pas viable. Donc, ce n'est pas un projet du PDCI. C'est pas le PDCI qui a commencé à parler de ça. Nous, on a commencé à parler de ça avant même les élections municipales et régionales. Vous comprenez? Donc, ils sont obligés d'emboîter ça, organiser une quelconque sorte de colloque, inviter les partis politiques fantoches, pour la plupart, certains là, qui sont pratiquement vifs de leur substance, se donner la contenance, donner une sorte de leadership à Tidjane Thiam
il faut qu'il paraisse comme le leader de l'opposition. C'est important aux yeux de tous pour justifier que lui, demain, il va être président. Parce qu'on l'aura déjà vu comme le leader de l'opposition. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne se range pas dans le même carcan que les autres partis d'opposition, parce que ça ne lui confère pas cette place de leader d'opposition. Bon, voilà ce que je voulais dire un peu. Donc, merci beaucoup. Merci. Je vais passer la parole à Ibra, colonel. Ibra, tu as la parole. Si tu es disponible. Ibra, avant que tu parles, reste au micro ouvert, voici un individu, voici un discours voici un discours spécieux, voilà, où il écrit ici, mourir pour un politicien, la bêtise morale. C'est le discours de RDR. Voilà. Vous dites, non, ne mourrez pas pour un politicien comme ci, comme ça. Mais vous êtes mort pour Alassane Ouattara. Vous vous êtes battu pour qu'il soit au pouvoir. Nous, on n'a pas dit qu'on va mourir pour quelqu'un, hein, parce qu'on veut notre vie et on veut que tout le monde puisse vivre. Mais on dit on va se battre. Donc ça ne vous regarde pas. Notre vie là ne vous appartient pas. Et la vie des autres là, des militaires du PPAC ou du GPS qui veulent se battre pour les partis politiques, pour une idéologie. Voilà. Si les Mali ne s'étaient pas levés pour aller à Bassam, pour aller faire libérer les Mali là, ils allaient disparaître. Donc si vous êtes, n'est-ce pas, des bras cassés, si vous êtes des incompétents et vous êtes des irresponsables, laissez les autres vont se battre. Merci beaucoup, cher monsieur. Ne vous plaignez pas pour nous, ne vous préoccupez pas de notre cas ou de notre sort. Voilà, notre sort nous engage, notre vie nous engage. On n'est pas nés ensemble, nous ne sommes pas des siamois. Merci. Merci, Soulé. Ibra, tu as la parole. Ok, vraiment, bonjour à tous. Hein. Ams, vraiment, merci. Voilà, tu as frappé fort. Moi, je vais accompagner Arturo, merci à toi. Et Sissi qui est en bas. Avant que tu vas accompagner Ansla, parce que c'est que tu vas aller peut-être dans sa veine. Pour toi, le PDCI était un grand parti à l'époque. Un parti où tout le monde était fier. Tu vois pas qu'aujourd'hui, le leader du PDCI fait trop de sorties de route qui n'est pas digne de ce grand parti-là. Comment tu trouves ces sorties en politique? Parce que normalement, s'ils l'ont mis à la place du PDCI, ils estiment qu'il fait le poids face à l'enjeu, face au président Laurent Gbagbo, face au président Soro Guillaume, face aux autres leaders politiques. Mais selon ses sorties et ses meetings politiques, tu ne vois pas qu'il manque de tact en tant que politicien que l'OTAN veut nous donner? Ok, merci beaucoup pour ta question. Avant que je vais rentrer dans le sujet de manière-là. Et la question est bienvenue parce que, vous savez, tout le monde connaît ma position. Au fait, le PDCI de Houphouët-Boigny, le PDCI du président Bédié, était le PDCI de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le PDCI est encore là. Malheureusement, il y a un leader, puisque c'est lui qui est à la tête du PDCI. Mais lui, non seulement il n'est pas là pour servir le PDCI, il n'est pas là pour servir la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il fait des sorties de route, parce que c'est un apprenti politicien aussi, qui n'est pas encore, voilà, son CV, c'est un apprenti, bon, ça c'est pas une injure, ça c'est les faits. Voilà, c'est maintenant il rentre dans la politique, puisqu'il pense qu'on prend le pouvoir avec cuillère en or comme ça, te donner. Donc il a confiance à lui. Il dit ceci, ceux qui pensent que je ne vais pas être président, là, ils seront surpris. C'est-à-dire que tu lances défi déjà au peuple. Au lieu de faire la politique, draguer le peuple pour que le peuple vienne vers toi. Parce que tu comptes sur Obama, si Macron ou comment on appelle le gars de l'Angleterre là, parce qu'ils sont dans le même lobby là-bas. Ça c'était avant. Maintenant là, le peuple est éveillé. Il n'y a pas candidat de France. C'est-à-dire c'est lui et Draman là-bas, ils vont les chicoter, mais le peuple va décider. Voilà, c'était la réponse. Maintenant, ce qui concerne la candidature du président Laurent Gbagbo et la candidature du président Guillaume Soro, nous devons faire très attention. Vous savez, on nous tend un piège. Heureusement que ce piège, on ne peut pas tomber dedans. C'est aussi encore la question des manières-là en même temps. Vous voyez, on écarte le président Guillaume Soro, on écarte le président Gbagbo. Alors que, juridiquement, comme le Mossad l'a dit, le président Gbagbo Laurent n'est pas condamné en Côte d'Ivoire. Juridiquement, techniquement, logiquement, non. Juridiquement, le président Guillaume Soro n'est pas condamné. Ils sont simplement parce que Draman sait que lui là, il ne peut pas gagner une élection en face de ces deux-là.
Donc il faut les écarter. Et il s'est fait avoir. On dit d'accord. De toutes les façons, tu as fait ton sucre le tour, tu vas aller danser simpa, guémé. Mais nous là, nous on ne te veut plus. Chaque 2 semaines, il vient faire déjeuner ici. Il veut manager, ça ne prend pas. On dit 4 mandats, tu ne dois pas faire. Dramane Koungé rentre en Côte d'Ivoire. Et il s'est fait les guerriers devant ces militants, les Sissi qui sont en bas en ce moment, que Koudou Babo là. Sissi, bonjour à toi depuis ta position. Faut écrire ton vrai nom, faut sortir dans les faux. Vous êtes tous des faux, vous êtes toujours dans le faux. Donc, il vient se jouer les guerriers devant ces militants, alors qu'il y a Chicotte derrière lui. Si vous ne savez pas, moi je vous dis ça toujours, Dramane là, il ne sera pas candidat. Donc, l'autre il pense qu'on peut l'imposer. Bon, on va aller en 2002. Et Sous l'avait dit tout à l'heure, 1995, Dramane n'est pas candidat. 2000, il n'est pas candidat. Mais pourquoi Dramane devient candidat là? Qu'est-ce qui s'est passé? On va écouter d'abord un monsieur, et puis c'est une vidéo de 1 minute rapidement. Je suis apprêté pour ça. On n'a même pas imaginé qu'on faisait 48 heures dans cette vie. D'où on avait un effectif très réduit, on avait du matériel. Moins de matériel, on s'est même, je dirais, servi sur le terrain. Donc, pour vous dire qu'on ne s'était pas projeté dans la durée. Pour nous, c'était une opération qui devait se dérouler en lieu point, et puis le lendemain, on prenait le pouvoir, et puis ensuite, celui qui allait être le président de la République, s'il faut le dire, arrivait à organiser des élections. Je pense que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. Ça, c'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est et tout. Donc, du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive des Ivoiriens. Bon, merci beaucoup. Ça, c'est Chérif Ousmane que vous avez, j'espère que vous avez attendu. Ça, c'est Chérif Ousmane. Donc, Chérif Ousmane a dit ceci. Ils étaient venus pour un coup d'État. Ils n'étaient pas venus pour un rébellion. Hein. C'était un coup d'État. C'est ce qu'il dit. Hein. Celui qui allait prendre le pouvoir, celui qui devait prendre le pouvoir, il s'appelait Seydou Eleman Diarra. Il est mort maintenant. Ils l'ont tué. Parce que tous ceux qui sont au courant là, on le tue seulement. On le tue. Petit, mais Guillaume Soro, lui, il est là. On ne peut pas l'avoir. Parce qu'il est ici la vérité. Voilà. Donc. Ibrahim, monsieur. Oui. Mais c'est pas Guillaume Soro qui est devenu président? Non, c'était Seydou Eleman Diarra. Attends, non. Comment c'est lui qui a créé la rébellion et puis il va devenir président comment? Moi, je ne comprends pas. Voilà, non, au fait, ils étaient allés pour un coup d'État. C'est ça, Chérif nous dit là. Il dit, on n'avait pas projeté... Si tu as compris ma question. Oui. Est-ce que, pourquoi Guillaume Soro là, oui, il a créé sa rébellion et puis lui ne va pas être président, on va mettre Chérif Eleman Diarra à sa place. Pourquoi? Ah, parce que ce n'est pas sa rébellion. Merci. Voilà, c'est pas sa rébellion. Voilà d'où Ibé a claqué la porte au Burkina Faso face à Blaise Compaoré et Dramane Ouattara. Il a claqué la porte. Dramane dit d'accord, toi on sait ce qu'on va te faire. Donc je continue. Il dit ceci que celui qui devait prendre le pouvoir allait organiser les élections et pour que tous les Ivoiriens devenaient candidats. C'était la candidature de qui était réfugié en Côte d'Ivoire? Dramane Ouattara. C'est Chérif Ousmane, hein, parce qu'on s'appuie beaucoup. Zakaria Kone a dit, ça c'est Chérif Ousmane encore. Donc, Ouattara à son tour, ils ont pris les armes pour lui. Coup d'État devient rébellion. Ils se sont battus pour qu'il devienne candidat. Et sa candidature a été acceptée encore. Pardon, de faire une motion encore, parce qu'il faut me permettre ça. Tu as ouvert vraiment une très belle brèche.